Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue, bienvenue dans cette masterclass dédiée au règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors déjà, petite confirmation technique, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez, si vous me voyez? Euh, ok, super, bonsoir Luc, bienvenue. Je laisse petit à petit les gens arriver et puis on va démarrer. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Bon, très bien. Donc merci d'être présents ce soir. Je sais que, vous avez probablement tous des journées chargées, donc je vais être efficace. On a 45 minutes, allez, 1 heure max pour vous donner les règles essentielles à connaître sur le règlement européen sur, l'intelligence artificielle et on prendra un temps de questions-réponses, à la fin voilà, on va essayer d'être rapide, efficace et concret. Alors si vous êtes, là ce soir, c'est que, très vraisemblablement votre entreprise, utilise déjà l'intelligence artificielle ou souhaiterait l'utiliser. Peut-être que vous avez intégré, de l'IA, dans votre logiciel, dans votre produit, dans vos services clients ou bien que votre entreprise utilise l'IA, en interne, par exemple, pour, ses ressources humaines. Bon voilà, donc je pense qu'il y a un peu tous les profils. L'objectif de cette masterclass, c'est que vous repartiez, à l'issue de ces 45 minutes, et que vous compreniez si vous êtes concerné par le règlement européen sur l'IA. Probablement que oui, mais on va confirmer ensemble. Que vous compreniez clairement quelles sont vos obligations selon le rôle que vous avez dans la chaîne de valeur, d'accord? Donc on va passer un temps, assez important sur cette partie-là, sur le rôle et sur les obligations et que vous ressortiez avec une checklist, un plan d'action concret sur, comment vous mettre en conformité avec cette fameuse réglementation. Peut-être, Jade, tu peux passer la slide sur le programme, sur le sommaire de notre masterclass pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce qu'on va voir comme partie. Donc, premier point, on verra finalement on va essayer de clarifier le périmètre d'application du règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui est concerné, qui sont les acteurs clés qui sont visés par ce règlement. Ensuite, on ira voir la classification des risques, parce qu'en fait, tous les systèmes d'IA ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Donc, selon le niveau de risque, les obligations vont varier. Donc, on verra ça ensuite dans un temps 2. Ensuite, on ira voir les obligations concrètes selon votre rôle. D'accord? Donc, on verra selon le rôle que vous avez que les obligations ne sont pas les mêmes. Elles diffèrent aussi selon le niveau de risque du système. Ensuite, on passera rapidement sur le régime des sanctions parce que oui, il y a des amendes qui sont prévues par le règlement européen, donc elles peuvent être très élevées, donc on passera aussi là-dessus. Et enfin, je vous expliquerai le plan d'action que vous pourrez mettre en place au sein de votre entreprise pour vous mettre en conformité. Voilà, donc je prends peut-être un instant pour vous demander dans le chat quelles sont vos activités avec l'IA. Répondez moi dans le chat librement, hein. Voilà, qu'est-ce que vous faites avec l'IA? Est-ce que vous avez un logiciel que vous avez intégré l'IA de l'intérieur? Est-ce que vous l'utilisez par exemple pour le recrutement, pour les ressources humaines? Voilà, ça me permettra d'ajuster mon discours et d'insister sur les parties qui vous concernent peut-être le plus. Alors, je vais regarder un petit peu. N'hésitez pas à prendre et puis bonsoir pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. D'accord. IA pour les comptes rendus de réunion. OK, d'accord. Donc usage interne de l'IA. Est-ce que les autres personnes qui sont là veulent bien nous dire, est-ce utilisent déjà l'IA? Si oui, qu'est-ce qu'ils font avec? Hem, alors j'utilise l'IA pour des agents, IA mail aussi, d'accord. Génération de contenu, je commence à créer des agents. D'accord. Compte rendu de réunion, OK. Hem, Très bien. Création d'automatisation de process. Capucine nous dit: «Je suis responsable système d'information et je commence à évaluer les solutions». D'accord. Sarah, on a installé une IA sur nos serveurs. D'accord. Encore une IA pour les comptes rendus de réunion. Guillaume nous parle d'une IA dans le cadre d'un simulateur de négociation. Gaëtan, traduction, mise en forme de données. Et Elsa évoque une IA pour matching. D'accord, OK, très bien.
Bonsoir Elsa et bonsoir Philippe. Il y en a quelques-uns que je reconnais ce soir qui nous écrivent. Je crois que je vous connais un petit peu. Je connais pas tout le monde, mais je connais un certain nombre de personnes. Très bien. Alors, bah, du coup, par rapport à ce que vous faites, c'est très riche, donc top, c'est très bien. Donc, bah, déjà, par rapport à vos usages de l'IA, déjà, l'idée, ça va être de pouvoir vous situer, quel est votre rôle par rapport à ce fameux règlement. Bah, peut-être avant d'attaquer le rôle, les obligations et cetera, je prends un instant pour, bah, ceux qui ne me connaissent pas, pour me présenter en quelques mots. Donc je suis, avocate, je m'appelle Élise Guiaudy, je suis avocate au barreau de Grenoble. J'exerce depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Numétique Avocat et mon cœur de métier, mon cœur d'expertise, c'est le droit du numérique, au sens large, donc RGPD, évidemment, droit sur l'IA. Je travaille aussi beaucoup sur les contrats et mon cœur de métier, c'est d'accompagner les entreprises à sécuriser leurs activités digitales, leurs activités logicielles, informatiques. Donc éviter les sanctions, éviter les contentieux. Donc je travaille plutôt en amont sur de l'analyse, du conseil, de la rédaction. Je fais plus de judiciaire maintenant, mais j'en ai fait quelques années. J'ai un parcours aussi en entreprise, donc j'ai été aussi pendant quasiment 10 ans responsable juridique de Mmh. plusieurs groupes d'entreprises, donc je connais bien le fonctionnement des entreprises. Et je passe la parole à Jade qui m'a rejoint ce soir, qui a accepté de co-animer avec moi la masterclass. Tu te présenteras peut-être en quelques mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, Oui, Jade? ben, enchantée à tous, bonsoir. Je suis Jade Sabatier, juriste, pareil de formation en droit du numérique. J'espère peut-être future avocate, en préparant l'examen, d'entrée au CRFPA et je vais co-animer avec Élise, ce soir cette masterclass, en présentant quelques points que nous allons aborder. Très bien. Eh bien, écoute, on attaque. Alors, ce fameux règlement sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce règlement en quelques mots, déjà en introduction? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est le premier cadre juridique complet au monde, d'accord? Donc là, l'Europe est numéro un pour le coup sur ça. C'est le premier cadre aussi complet qui vient fixer les règles du jeu en matière de développement, de mise sur le marché et d'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Alors, c'est un règlement qui est rentré en vigueur en 2024, donc ça date un peu là maintenant, et qui est rentré en application. Enfin, il y a Michel nous en parlera, un échelonnement sur l'entrée en application des dispositions. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce règlement européen, il est directement applicable en droit français. Il n'y a pas besoin de loi, de décret pour le rendre applicable. Aujourd'hui, voilà, les obligations qu'il prévoit sont applicables à toutes les entreprises qui utilisent de l'IA ou qui développent, qui mettent en service de l'IA sur le territoire de l'Union européenne. Et pourquoi l'Europe a voulu créer ce règlement? Je dirais 2 raisons principales. Déjà, l'objectif, c'est d'harmoniser, de créer un cadre commun, donc les mêmes règles du jeu partout en Europe. Donc, plutôt que d'avoir des lois différentes, en France, en Allemagne, en Espagne, là, on a les mêmes règles du jeu, partout en Europe, donc qui concernent tous les pays de l'Union européenne. Et l'objectif numéro 2 de ce règlement, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre, d'un côté, l'innovation, d'accord? L'idée, c'est d'apporter un cadre de confiance quand même pour, pousser les entreprises à innover, d'accord? Et aussi, dans l'équilibre, dans la balance, c'est aussi préserver les droits fondamentaux, les droits et les libertés fondamentales des individus, d'accord? Donc il ne faut pas non plus que l'IA, on le sait, comporte trop de risques, pour nos droits et libertés fondamentaux. Donc voilà pourquoi ce règlement est là, créer un cadre commun et ensuite, voilà, faire une espèce de balance entre, je n'empêche pas l'innovation, mais je préserve quand même, les droits les plus importants des utilisateurs, des personnes qui vont être, impactées par ces systèmes d'IA. Et donc, bah, pour y arriver, ce règlement, il a une approche, par les risques, hein. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le système d'IA est risqué, plus il va être encadré, plus les obligations des acteurs vont être fortes. Ça, on va le voir dans un instant. Jade, est-ce que tu veux bien nous parler des entreprises, qui sont les entreprises qui sont concernées par ce règlement? Oui, donc comme tu l'as dit, Élise, le règlement, il s'applique à toutes les entreprises qui sont établies dans l'Union, mais pas seulement.
On retrouve Mmh. aussi les fournisseurs et déployeurs qui sont établis en dehors de l'Union, dès lors que leurs sorties, donc produites par les systèmes d'IA, sont utilisées à l'intérieur de l'Union. Quand on parle de sortie, c'est tout ce que l'IA va générer, donc tous les résultats générés par l'IA, un score, une recommandation, un texte, une image ou une décision. Et tous ces résultats qui sont utilisés en Europe sont soumis au règlement, peu importe là où l'entreprise est basée. Et pareil, comme tu l'as dit, concernant le calendrier d'application, le règlement, il est déjà entré en vigueur, donc le 1er août 2024. Et au fur et à mesure, il y a eu plusieurs échelonnements. Donc en 2025, toutes les pratiques interdites et obligations de maîtrise de l'IA sont devenues applicables. Donc ça, c'était, il y a presque un an. Et en août 2025, les règles de gouvernance et les régimes de sanctions sont également devenus applicables. Donc toutes ces règles-là sont applicables et la date qui va concerner, vous qui nous écoutez, ça va être le 2 août 2026 où là, le règlement va devenir d'application générale. Tout le règlement va s'appliquer. Donc toutes les obligations des systèmes au risque vont devenir applicables et ça, c'est seulement dans 6 mois. Donc il faut se tenir prêt pour être à jour, et être dans les clous. Ensuite en 2027, je vais y arriver, tous les systèmes d'IA intégrés dans des produits déjà réglementés, comme des dispositifs médicaux, vont, recevoir des obligations, spécifiques et là, donc si ça vous concerne, que vous êtes dans le secteur du médical, cette date aura de l'impact. Sinon, la date qu'il faut retenir, c'est vraiment le 2 août 2026. Merci Jade. Eh bien écoute, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la grande majorité des obligations prévues par le règlement sont déjà en application. On aura une nouvelle vague qui va arriver dans quasiment 6 mois, qui va concerner les systèmes, d'IA haut risque. J'en parlerai dans un instant. Mais donc si vous n'êtes pas sur un système d'IA haut risque, déjà il faut savoir que, tout ce qui est prévu par règlement ou presque est d'application, actuellement. On va parler maintenant, et ça c'est le premier point clé important à retenir, c'est finalement qui sont les acteurs qui sont concernés, d'accord? Donc vous qui utilisez l'IA à différents niveaux, quel est votre rôle finalement par rapport à ce règlement? Comment vous êtes qualifié dans ce règlement? Alors, je vais du coup, pour comprendre quel est votre rôle, je vais revenir sur des définitions. Alors, je vous rassure, on ne va pas les lire, etc. Je vais vous synthétiser les choses, mais pour que vous compreniez quand même de quoi on parle, il y a deux notions importantes qu'il faut déjà distinguer et comprendre. C'est la notion de modèle d'IA et la notion de système d'IA. Et c'est important de comprendre la différence entre les deux. Alors déjà, si je m'arrête un instant sur la définition d'un système d'IA, alors c'est l'article 3 qui nous donne une définition, on va dire technique, je vais vous la simplifier. Un système d'IA, c'est un système déjà automatisé qui est conçu pour fonctionner avec un certain degré d'autonomie et qui déduit, c'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir, à partir de données qu'il a reçues, il va déduire des résultats. Donc c'est ce qui différencie un système d'IA d'un logiciel classique, c'est cette capacité de déduction, d'inférence, d'accord? Donc le système, il va pas se contenter, finalement d'exécuter, quelque chose selon des règles prédéfinies, il va déduire, il va apprendre, il va modéliser. Donc ça, c'est le système d'IA. Et ensuite, pour, faire la différence avec le modèle d'IA, c'est la brique technologique de base qui est intégré dans le système d'IA. Donc si je peux prendre un exemple concret qui va probablement vous parler, en fait, je prends par exemple le modèle ChatGPT, enfin GPT-4, d'accord, d'OpenIA, est un modèle à usage général d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un modèle qui a été entraîné sur des quantités très importantes de données et qui est capable d'exécuter des tâches très larges, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de modèle d'IA à usage général. Et le système d'IA, du coup, c'est ce qu'on obtient quand on ajoute ce modèle à d'autres composants, par exemple une interface utilisateur, des fonctionnalités spécifiques, etc. Donc, si je reprends mon exemple de GPT-4, GPT-4 c'est le modèle et ChatGPT, pardon, c'est le système d'IA qui va intégrer le modèle. D'accord? Donc, je sais pas, par exemple, si vous intégrez, si je reprends notre exemple également,
Si dans votre entreprise, vous intégrez un modèle, ça peut être, GPT-4, hein, pour reprendre l'exemple, dans votre propre logiciel, pour, je sais pas, proposer une nouvelle fonctionnalité à vos clients, et bien dans ce cas-là, vous allez créer un système d'IA. D'accord? Parce que vous avez intégré un modèle, dans un système que vous proposez. Donc voilà la différence entre les 2 définitions, pour bien comprendre déjà le cadre technique. Ensuite, je voulais vous définir en fait, il y a différents rôles qui sont visés par le règlement européen sur, l'intelligence artificielle. Principalement, il y en a 3 clés et parmi ce que vous faites avec l'IA, l'idée, ce serait de pouvoir du coup identifier, on verra ensuite comment vous vous qualifiez, identifier finalement qui est qui. Alors, le premier rôle qui est visé par le règlement européen, c'est le fournisseur du système d'IA. D'accord? Donc, le fournisseur, ça peut être la structure qui développe, d'accord? Qui a développé un système d'IA ou qui a fait développer, donc c'est pas forcément celui qui a développé, d'accord? Et qui met le système d'IA sur le marché ou qui le met en service sous son propre nom et sa propre marque, d'accord? Que ce soit d'ailleurs à titre gratuit ou onéreux. Donc j'ai souligné en fait finalement la partie de la définition qui est la plus importante, ce qui détermine finalement, il y a plusieurs critères dans la définition, vous l'avez vu, hein, je développe ou je fais développer, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère qui est le plus important, c'est je le mets sur le marché ou en service sous ma propre marque ou mon propre nom. D'accord? Donc voilà la première définition. Je suis un fournisseur de système d'IA si je remplis cette définition. Deuxième rôle, qui est important aussi, c'est le fournisseur en aval. Le fournisseur en aval, c'est qui? C'est un fournisseur. D'accord? Donc c'est déjà quelqu'un qui rentre dans la définition, la première définition que je viens d'évoquer, et qui, lui, va intégrer un modèle d'IA dans son système. D'accord? Que ce modèle soit le sien, c'est-à-dire qu'il l'a fait développer ou développé lui-même, ou que ce soit un modèle tiers. D'accord? Dès lors qu'il intègre un modèle à son système, dans ce cas-là, il devient fournisseur en aval, d'accord, du système d'IA. Donc concrètement, je reprends l'exemple tout à l'heure, si je suis un éditeur de logiciels, j'intègre un modèle GPT-4 dans mon système, dans mon logiciel, je deviens et que du coup je propose mon logiciel à mes clients, je sais pas, sous la forme d'un contrat d'abonnement, etc. Je monétise. Eh bien, donc je le mets sur le marché ou en service sous mon propre nom ou ma propre marque. Dans ce cas-là, l'éditeur de logiciel sera qualifié de fournisseur en aval du système d'IA. Et troisième rôle important qui est visé par le RIA, par le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est le rôle de déployeur. Le déployeur, alors je pense que ça va concerner, au vu des réponses que vous avez apportées, ça va concerner bon nombre d'entre vous. Le déployeur, c'est l'entreprise, ou en tout cas la structure professionnelle, qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité. D'accord? Non, on est dans un cadre professionnel, d'accord? Je ne le commercialise pas, mais je l'utilise sous ma propre autorité, donc sous mon propre contrôle. Et bien, dans ce cas-là, je suis le déployeur. Je peux peut-être prendre un rôle, un exemple aussi concret pour savoir qui est qui. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui utilise un outil de tri de CV, par exemple, acheter un éditeur, elle va utiliser l'outil pour trier les CV dans le cadre de son recrutement. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle sera considérée comme déployeur, elle utilise un système d'IA. D'accord? L'éditeur de logiciel qui lui vend le droit d'utilisation de ce logiciel sera considéré comme le fournisseur en aval. Voilà. On peut peut-être, à partir de ces définitions, poser cette question de savoir, au regard de ces définitions, comment est-ce que vous vous classez, enfin, votre entreprise se qualifie au regard du RIA? Est-ce que déjà, par rapport aux définitions que j'ai données, les choses sont claires? Et est-ce que vous arrivez finalement à vous qualifier? Je vais peut-être lancer un petit sondage, pour que vous puissiez répondre directement, ce sera plus simple. Alors, sondage, ça y est, il est là. Je lance le sondage. Quel est le rôle de votre entreprise au sens du RIA? Est-ce que je suis un fournisseur de modèles? Est-ce que je suis un fournisseur en aval? Est-ce que je suis un déployeur? Sachant que je peux être
fournisseur et déployeur, ça dépend les usages. Je peux être les 2 selon l'usage que je fais de l'IA. Par exemple, je peux être un éditeur logiciel qui intègre des fonctionnalités d'IA. Dans ce cas-là, je suis fournisseur en aval. Et puis, je peux être déployeur parce qu'au sein de mon entreprise, j'utilise aussi l'IA pour accélérer, pour par exemple rédiger mes comptes rendus de réunion, etc. Ok, très bien. Donc là, je vois qu'en fait, la grande majorité d'entre vous sont des déployeurs, à 77%. Fournisseurs en aval, 31%. Ok. Fournisseurs, 8%. Et 8% autres. Parfait. Top. Donc c'est très bien. Ça me permet de. Je partage les résultats, comme ça vous aurez la répartition. C'est intéressant de savoir, vous êtes quand même en grosse majorité des déployeurs, hein, utilisateurs. Mais quand même, il y a 31% de fournisseurs en aval. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est intéressant de le noter. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette petite participation. Ce que je vous propose, c'est d'avancer du coup maintenant que j'en sais un petit peu plus sur votre rôle et qu'on a compris bah, finalement comment on était qualifié par le règlement européen. L'idée, c'est d'avancer un peu plus sur bah, les obligations. Et avant de parler des obligations, bah, de voir ce système de classification par niveau de risque. C'est ce que je vous ai dit en introduction. En fait, ce règlement européen, il a une approche réglementaire par les risques. Donc voilà une pyramide qui permet de comprendre, je l'espère, assez rapidement comment les choses fonctionnent. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plus le niveau de risque de l'IA est considéré comme élevé, d'accord, risque pour les droits et libertés des personnes, hein, d'accord, plus les obligations des acteurs vont être fortes, vont être strictes, d'accord. Donc c'est ça en fait globalement la logique du règlement européen. Et ce règlement, il va distinguer principalement 4 niveaux de risque, du plus au moins grave. Tout en haut de la pyramide, on a le risque inacceptable. Donc là, ça va viser bah, des pratiques d'IA qui sont, pour le coup, interdites aujourd'hui au sein de l'Union européenne. D'accord. Là, l'idée, c'est de dire que ces systèmes d'IA, on les considère comme euh, trop dangereux pour nos droits et libertés fondamentales et on les veut pas en fait sur le marché de l'Union européenne. Donc on veut les interdire purement et simplement. Donc là, ces systèmes d'IA, ils sont interdits sur le marché depuis février 2025, hein, d'accord. Alors je vous donne, il y a une liste hein, évidemment de systèmes d'IA interdits. Principalement, par exemple, je vous donne quelques exemples. Ça va être des systèmes d'IA qui vont utiliser des techniques subliminales, par exemple, ou manipulatrices, qui va exploiter, par exemple, des personnes vulnérables. Ça peut être des systèmes d'IA qui vont proposer de noter les gens en fonction de leur comportement social, en fonction de leurs caractéristiques personnelles. Enfin, voilà, si ça entraîne un traitement préjudiciable pour la personne, on va considérer que ce système, il est pas possible sur le territoire. Autre système auquel on peut penser, un système d'IA qui permet de reconnaître les émotions sur le lieu de travail. Donc ça peut intéresser bah, des personnes qui travaillent dans le milieu des ressources humaines. Imaginez un système d'IA qui analyse des expressions du visage, qui mesure votre niveau de stress pendant les réunions de travail, par exemple, ou à partir de la voix. Et ben ça, ce sont des systèmes d'IA qui sont purement et simplement interdits en Europe aujourd'hui. Alors, il y a des exceptions, évidemment, mais dans des cas vraiment très stricts et très encadrés. Donc voilà, premier niveau, risque inacceptable. Ensuite, on a, deuxième niveau de la pyramide, les systèmes d'IA qu'on va considérer comme étant à haut risque. Et là, ces systèmes d'IA, alors ils ne sont pas interdits. En revanche, ils seront autorisés, d'accord, sur le territoire de l'Union européenne. Il n'y aura pas besoin d'une déclaration, d'une autorisation de l'UE. Ils seront autorisés, mais par contre, il y aura quand même un encadrement strict, donc des obligations pour les acteurs, d'accord, les fournisseurs en aval et déployeurs, qui seront importantes. Alors, ces systèmes d'IA, ils sont listés principalement dans une annexe qui est l'annexe 3. D'accord. Donc, je peux vous donner quelques exemples pour ceux qui seraient intéressés. N'hésitez pas à nous le dire aussi dans le chat si potentiellement ça peut vous concerner. Dans l'annexe 3, on vise notamment des systèmes d'IA qui sont utilisés pour le recrutement, pour la sélection des personnes, d'accord, donc pour la phase, par exemple, de sélection des CV dont je parlais tout à l'heure,
Donc par exemple, je sais pas, pour, filtrer, analyser des candidatures, évaluer les candidats. On va retrouver dans cette annexe 3 également des interdictions, pardon, des pas d'interdictions, une liste de systèmes qui concernent les relations de travail. Donc, par exemple, je sais pas si, au sein mon DRH utilise de l'IA pour, m'aider à prendre pour aider à prendre des décisions sur des promotions, sur le licenciement et cetera. Bah, là, on va considérer que comme ça touche la relation de travail, et bien qu'on est sur un système d'IA à haut risque. On a également dans cette annexe 3 des systèmes d'IA qui concernent, l'évaluation de la solvabilité des personnes. D'accord? Donc si par exemple, vous travaillez autour d'un logiciel, d'un outil qui utilise de l'IA, et qui, je sais pas, établit des scores, de rapport au risque par exemple, ou de, bah, justement solvabilité des personnes, de débiteurs. Et bah là, typiquement, on va être sur des systèmes d'IA à haut risque. Alors, il y a une liste. Donc là, l'idée, c'est de voir déjà si le système d'IA que vous utilisez ou que vous mettez sur le marché est considéré en application de cette annexe-là. C'est pas la seule annexe, mais c'est principalement celle-là. Est-ce que c'est un système à haut risque? Et après, il peut y avoir une dérogation qui peut se faire. Alors, c'est l'article 6 du règlement européen. Voilà, tous les systèmes d'IA ne sont pas forcément considérés comme à haut risque. Si, si il y a une dérogation qui est prévue, il y a une liste en fait de dérogations possibles. Et donc, on peut parfois, on prendra un exemple peut-être concret, je crois que Jade, tu as prévu un exemple ensuite, Oui. on peut faire une mise en balance pour voir si bah, on relève de la dérogation et si bah, du coup notre système d'IA pourrait déroger à la réglementation, ce qui s'applique au système d'IA au risque. Mais dans tous les cas, donc il y a une étude à faire, mais dans tous les cas, si je considère que mon système déroge à la règle, eh bien, il va falloir que je documente cette dérogation et dans tous les cas, il va falloir que je déclare mon système auprès dans la base de données de l'Union européenne. Donc voilà, il y aura quand même une vraie étude à faire, il va falloir documenter cette évaluation que vous aurez faite. Ça, c'est le deuxième niveau de risque, d'accord? Système d'IA à haut risque. Et ensuite, on descend un cran, troisième cran, les risques limités. Donc là, on va, pour ces systèmes d'IA, on considère que c'est des systèmes qui génèrent, qui peuvent générer, qui peuvent générer des risques, mais on n'est pas sur du haut risque, on est sur du risque limité. Et dans ce cas-là, les obligations sont moindres. En revanche, il y aura des obligations de transparence. Donc là, c'est l'article 50 du RIA qui va s'appliquer. Donc ça va vouloir dire que les fournisseurs et les déployeurs devront faire preuve de transparence, notamment sur le fait qu'ils utilisent un système d'IA. Et ensuite, quatrième niveau, risque minimal. Donc là, ça va concerner tous ceux qui ne sont pas dans les trois autres catégories, d'accord, hein. Donc on va considérer que ces systèmes d'IA sont à risque minimal. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à faire. En tout cas, il n'y aura pas d'obligation spécifique prévue dans le règlement européen pour ces systèmes d'IA à risque minimal. En revanche, et ça, le commentaire, enfin la remarque que je vais faire maintenant va concerner tous les systèmes d'IA, quel que soit le niveau. Évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation spécifique du règlement européen sur l'IA que pour autant il n'y a rien à faire. Si le système traite des données personnelles, s'il y a des sujets en lien avec la propriété intellectuelle, il y aura évidemment les réglementations applicables dans ces domaines-là qui devront être respectées par les acteurs. D'accord? Donc voilà, le RIA ne remplace pas le RGPD, ne remplace pas les règles sur la propriété intellectuelle. Il vient s'additionner, d'accord, à ces règles de droit commun. On va dire ça comme ça. Voilà, peut-être que tu peux nous donner, Jade, je crois que tu as préparé un cas concret. Ouais, Ouais, voilà, typiquement un cas concret sur les systèmes de d'IA. recrutement. Exactement. Donc là, c'est plus, un cas concret qui vise, donc les systèmes d'analyse des CV quand on est dans le domaine du RH. Donc dans le premier cas, le système va être à haut risque. Donc ça, c'est un cas où vous avez un outil, d'IA qui va analyser les CV et proposer un classement. Donc ce classement de candidats avec l'IA, c'est catégorisé comme à haut risque parce que dans l'annexe 3.4a, c'est considéré comme un système destiné au recrutement ou à la sélection de personnes physiques et qui va analyser et filtrer les candidatures et les évaluer.
Sauf que quand vous êtes dans ce cas-là, l'humain n'est pas pris en compte et votre système va devoir répondre aux obligations des systèmes à haut risque. Donc gestion des risques, documentation technique, traçabilité, évaluation de conformité. En revanche, comme le montre le cas 2, si vous êtes dans un système où, vous avez un outil qui va extraire les données d'un CV pour les présenter à un recruteur de manière, factuelle, dans ce cas-là, on pourra dire que vous êtes dans une exception de l'article 6 paragraphe 3. Parce que là, ça va être considéré comme une tâche préparatoire en vue d'une évaluation humaine. Donc ça veut dire que l'IA va vous aider, vous, humains, à faire votre analyse. Contrairement au cas numéro 1 où là, c'est vraiment l'IA qui classe, les systèmes sans intervention humaine. Même si vous êtes dans le deuxième cas, donc dans le cas où l'exception peut jouer, il faut faire attention parce que cette expression, elle est interprétée strictement et si vous l'invoquez, il faut quand même que vous ayez une documentation, qui explique que vous faites votre évaluation et que vous êtes, bien enregistré dans la base de données de l'UE. Donc ça, c'est un cas quand même à prendre avec des pincettes si vous êtes, dans cette catégorie-là. Je te Merci laisse beaucoup. poursuivre, Elise. Oui, oui, merci beaucoup pour ton exemple, j'espère qu'il est parlant pour, ceux qui nous écoutent. J'étais en train de regarder les discussions du chat là. Il y a quand même des questions qui se posent par un certain nombre de personnes sur leur rôle. Est-ce que je suis déployeur? Est-ce que je suis Mmh. fournisseur en aval? Avant de continuer, peut-être que je fais un petit break pour répondre, pour être sûr que tout le monde arrive bien à se qualifier, d'accord? Parce qu'ensuite, on va passer à l'étape de les obligations de chacun. Donc du coup, c'est important que vous compreniez bien qui vous êtes. Alors question, est-on déployeur quand on utilise l'IA pour générer des comptes rendus ou pour créer du contenu pour les réseaux sociaux? Alors si, donc je rappelle la définition du déployeur. Le déployeur, c'est celui qui utilise l'IA, d'accord, sous sa propre autorité dans un cadre professionnel. Donc oui, si je décide, d'utiliser l'IA pour, rédiger mes comptes rendus de réunion, rédiger mes posts sur les réseaux sociaux, par exemple, je suis déployeur. OK? Donc ça, c'est clair. Là, on est vraiment c'est l'entreprise, hein, d'accord? La structure juridique, sera considérée comme déployeur. Si je crée un agent IA, c'est une autre personne qui pose cet exemple-là et que, je l'utilise, est-ce que je suis fournisseur en aval? Et ben là, j'ai pas assez d'éléments pour répondre. Si je crée un agent IA en interne, pour, automatiser mes tâches internes, par exemple, automatiser mes process et je suis déployeur. En revanche, si je monte un système, d'agent IA, par exemple, et qu'ensuite je le mets en service, je le mets sur le marché, ou je le mets en service, sous ma marque, sous mon nom, je le monétise, d'accord? Ou je le mets, en service gratuitement, hein, ça peut être ça aussi. Dans ce cas-là, je suis fournisseur en aval, d'accord? Donc si je le propose à d'autres, je suis fournisseur en aval. En revanche, si je l'utilise en interne, je suis déployeur. Mais je peux être les 2, ça dépend des cas concrets, hein, vous avez compris. Est-ce que mes précisions ont répondu à vos, questions? Est-ce que vous pouvez juste me répondre dans le chat pour être sûr que c'est clair pour vous? Et puis ensuite on avance sur les obligations. OK, super, top, parfait. Et est-ce que parmi, ceux qui sont là, au regard des précisions que j'ai faites, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment fournisseurs en aval? Parce qu'il y avait quand même, je crois, plus de 30 dans le sondage, de personnes qui, pensaient qu'elles étaient fournisseurs en aval. Est-ce que mes explications permettent de confirmer cette analyse? OK, d'accord, très bien. Parfait. Bon, bah, écoutez, top. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer. C'est bien parce que du coup, là, maintenant, je vais passer à la partie du webinaire où on va parler des obligations, d'accord? Des obligations des fournisseurs, des déployeurs. Donc, certains d'entre vous seront concernés, par, l'une des 2 parties, d'autres seront concernés par les 2. Sachant que quand on est fournisseur en aval, les obligations des déployeurs peuvent aussi vous concerner dans le sens où ça va être les obligations de vos clients, d'accord? Les déployeurs seront vos clients, la plupart du temps. Bah, écoute, je propose de continuer donc sur la partie qui concerne les obligations réglementaires. Alors, avant d'aller passer en revue les obligations spécifiques des fournisseurs et des déployeurs, une obligation transversale, qui, concerne,
toutes les personnes qui m'écoutent ce soir, c'est l'obligation de maîtrise de l'IA, d'accord? Donc ça, c'est un principe, qui, a été prévu par le règlement européen sur l'IA, l'article 4. Là, c'est quoi? C'est qu'en fait, les autorités vous demandent, quand dès lors que vous utilisez l'IA ou que vous mettez en service de l'IA, on vous demande finalement de maîtriser l'intelligence artificielle, d'accord? Donc vous devez prendre, des mesures pour garantir un niveau de suffisance de maîtrise de l'IA, d'accord? Que ce soit pour votre personnel, que ce soit pour les personnes qui utilisent, vos systèmes d'IA. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, déjà former vos équipes, d'accord? Les personnes qui travaillent avec un système d'IA doivent comprendre, bah, comment le système fonctionne, quelles en sont, ses limites, comment l'utiliser de manière, appropriée, quels sont les risques potentiels du système, d'accord? Et évidemment, il va falloir adapter les formations à la personne. Je ne vais pas former, de la même manière un développeur, ou encore un recruteur, d'accord? Donc, selon la personne qui est visée, la formation doit être adaptée, d'accord? Donc c'est une obligation, transversale, peu importe finalement que vous soyez développeur, pardon, déployeur ou fournisseur ou développeur. Une obligation de moyens, d'accord? On n'est pas sur une obligation de résultat. Le texte nous dit: «Dans la mesure du possible», d'accord? Vous devez maîtriser l'IA dans la mesure du possible. Donc ça veut dire que, il faut quand même documenter cet effort de formation, de montée en compétences, dans la mesure où si vous faites l'objet d'un contrôle, vous devrez démontrer que vous avez une maîtrise suffisante de l'IA. OK? Voilà sur cette obligation transversale et maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir, qu'on aille se concentrer sur les obligations des fournisseurs et fournisseurs en aval, hein, d'accord? Parce qu'on a vu que le fournisseur en aval, c'est un fournisseur, OK? Et alors, sur les obligations des fournisseurs et fournisseurs en aval, il y a finalement 2 grandes catégories d'obligations. Il y a des obligations qui sont liées au niveau de risque du système d'IA. Donc là, ça fait écho à la pyramide que j'ai présentée juste avant, d'accord? Où je vous disais, plus le niveau de risque est haut, bah, plus les obligations vont être importantes. Donc là, je suis un fournisseur ou un fournisseur en aval, j'ai des obligations, plus ou moins importantes selon le niveau de risque du système. Donc ça, c'est la première partie et la deuxième partie, peu importe le niveau de risque du système, il y aura des obligations, de transparence, à la charge des fournisseurs et fournisseurs en aval pour certains systèmes d'IA et je vais vous en parler dans un instant. Alors, pour la 1re partie je vous avais un slide là qui me permet de schématiser, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais que vous compreniez en fait quand on est, sur un système à haut risque, eh bien, on va devoir, il y a des exigences qui sont quand même importantes prévues par le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Déjà, ce il faut savoir, c'est que, il va falloir gérer, en fait, il va falloir faire une évaluation des risques de votre système et mettre en place un processus de gestion de ces risques. D'accord? Donc l'idée, c'est que vous ayez, pu identifier, bah, les risques potentiels du système pour la santé, pour, la sécurité, pour les droits fondamentaux des personnes et que vous ayez mis en place, ben, des mesures, en fait, pour, les réduire, pour les supprimer, voilà et ça, c'est quelque chose finalement à réévaluer, tout au long de l'utilisation du système. Heu, il y a aussi, mise en pla obligation de mettre, d'avoir une documentation technique. Donc si vous êtes fournisseur d'un système, d'IA à haut risque, il va falloir, ben, constituer un dossier, technique complet avant la mise sur le marché, d'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les systèmes d'IA à haut risque, il n'y a pas de demande d'autorisation à formuler auprès des instances de l'Union européenne. Mais par contre, si jamais il y a un contrôle demain, vous devrez, montrer le dossier technique que vous aviez, élaboré avant la mise sur le marché du système. Donc par exemple sur cette documentation technique, il va falloir, bah, expliquer, comment, fonctionne, le système, son architecture, quelles ont été les données qui ont été utilisées dans le cadre de l'entraînement du système, quelle est la performance du système, enfin les procédures de gestion de risque et cetera. Donc voilà, vous avez, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, vous avez on va dire une vision globale des principales obligations qui sont, applicables aux fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque. Donc il faudra, établir une déclaration, UE de conformité, hein, donc comme pour les produits électroniques.
il faudra un marquage CE sur votre système. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, me semble-t-il, votre système devra être enregistré dans une base de données, donc la base de données des systèmes d'IA au risque, qui est une base de données publique, d'accord? Donc, votre système sera référencé comme étant un système à haut risque. Voilà donc sur la première partie des obligations des fournisseurs, qui mettent sur le marché ou mettent en service un système d'IA à haut risque. Deuxième partie, et ça va concerner les fournisseurs et fournisseurs en aval de systèmes d'IA, quel que soit le niveau de risque du système, d'accord? Obligation de transparence. Donc là, on est sur l'article 50, paragraphe 1, paragraphe 2 du règlement européen. Premier paragraphe, article 50 nous dit que quand le système d'IA interagit avec un humain, d'accord, donc exemple type le chatbot, l'humain doit être informé qu'il est en train d'interagir avec une IA, sauf si on va dire, le contexte établit de manière évidente que c'est le cas. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ça veut dire qu'il va falloir informer, enfin mettre en place un système pour informer l'humain qu'il est en train d'interagir avec une IA. Et le deuxième paragraphe de l'article 50 concerne les IA génératives qui vont générer des contenus de synthèse, comme des textes, des vidéos, des images, des sons, enfin peu importe, donc des contenus synthétiques. Il faut savoir que ces contenus générés par l'IA devront être, alors ça c'est une obligation qui rentrera en application en août prochain, ces outputs, hein, ces générations devront être filigrammées, d'accord? Donc ça voudra dire qu'en fait, le fournisseur doit intégrer un système technique pour marquer que le contenu synthétique a été généré est un contenu issu ou généré ou manipulé par une IA. Donc voilà les principales obligations de transparence des fournisseurs de systèmes d'IA, fournisseurs en aval. Je pense que j'ai fait le tour des principales obligations. Et je te laisse la parole, Jade, pour que tu puisses présenter, si tu veux bien, les obligations qui concernent les déployeurs. Oui, donc comme on a vu, les déployeurs, c'est soit vous, si vous, pardon, si je vais y arriver, si vous développez ou intégrez les systèmes d'IA ou vos clients. Si c'est ça, si je me trompe pas, Le sinon déployeur, reprenez. c'est l'entreprise qui utilise sous sa propre Voilà, pardon. autorité, c'est ça, le système d'IA, d'accord? Donc, c'est peut-être vous. Et c'est peut-être, si vous êtes un fournisseur en aval, ce sont peut-être vos clients, d'accord? Si Ouais, vous proposez un outil qui embarque, de l'IA, vous êtes fournisseur en aval et votre client va utiliser l'outil, d'accord, sous sa propre autorité, donc sera déployeur, d'accord? Alors maintenant, dans ce contexte-là, du coup, ce déployeur, soit c'est vous, soit c'est vos clients. voilà. Et ensuite, il y a différentes, obligations. Donc certaines sont similaires à celles des fournisseurs, d'autres, sont différentes. Donc pour les 5 premières et la 9e qui concerne la coopération, ça va être des obligations qui sont applicables à l'ensemble des déployeurs. Donc on retrouve l'utilisation conforme, ça veut dire que si vous avez une notice qui vous explique comment utiliser, le système d'IA, vous devez le suivre, vous devez pas détourner le système de sa finalité. Donc votre, notice doit être suivie. Vous devez également, superviser forcément l'utilisation qui est faite des systèmes d'IA. Donc vous devez être formé, sur ces systèmes également. Il ne faut pas que ce soit juste une surveillance passive. Il faut vraiment qu'on comprenne le système. Il faut que la personne, elle ait reçu une formation, qu'elle soit en capacité d'intervenir, de corriger, de désactiver si besoin. Donc il faut vraiment que vous ayez cette formation, cette maîtrise de l'IA, pour pouvoir la contrôler. Ensuite, concernant les qualités des données d'entrée, si vous êtes déployeur, vous devez faire attention aux données qui vont être, soumises au système d'IA. Donc elles doivent être suffisamment pertinentes et représentatives pour que, elles soient d'une qualité, suffisante. Par exemple, si votre client utilise un système de tri de CV comme on a vu tout à l'heure, mais que vous lui donnez, des CV qui sont incomplets ou qui sont mal formatés, les résultats vont être faussés et à ce moment-là,
tous les résultats qui seront générés seront sous votre responsabilité parce que les qualités n'auront pas été les données, pardon, n'auront pas été de bonne qualité. Ensuite, concernant la surveillance continue, pareil, il s'agit de surveiller le système d'IA et de signaler s'il y a des dysfonctionnements. Donc si vous avez détecté un problème, vous devez également informer le fournisseur de ce problème. S'il est sérieux, il faudra également informer l'autorité de surveillance et prendre en compte les mesures appropriées. Ensuite, on a la conservation des journaux, comme on l'a vu pour les fournisseurs. Et ensuite, on a 2 obligations qui vont s'adapter au contexte, donc l'information des salariés et l'information des personnes. L'information des salariés, ça va vraiment être spécifique aux employeurs. C'est-à-dire que si votre client déploie un système d'IA sur son lieu de travail, il doit informer les représentants des travailleurs concernés avant sa mise en service. Donc là, c'est vraiment une obligation d'information. Il faut faire attention avec cette information parce que le code du travail, il ajoute une obligation supplémentaire qui est de faire une consultation préalable du CSE dans votre entreprise. Ensuite, concernant l'information des personnes concernées, donc les candidats, si votre système il prend des décisions qui facilitent la prise de décision sur des personnes, le déployeur, donc vous devez informer les candidats de l'utilisation du système d'IA. Donc par exemple, je reprends l'exemple des CV. Un candidat postule à un poste. Il doit savoir que derrière, il y a un système d'IA qui va analyser son CV, qui va aider à la prise de décision et cette mention doit vraiment apparaître clairement. C'est une question de transparence et de respect des droits fondamentaux. Ensuite, sur l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux, donc certains déployeurs doivent réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux, c'est ce qu'on appelle le FRIA, avant de la mettre en service. Ceux qui sont concernés, ça va être vraiment les organismes de droit public, donc les entreprises privées qui fournissent des services publics, et les déployeurs de systèmes d'IA au risque dans le domaine de l'emploi. Donc ceux qu'on a vus qui sont liés au CV. Pour les clients RH, c'est donc fortement obligatoire à mon avis. Et ça peut être combiné à une analyse, à une AIPD du RGPD. Comme on a dit, qu'on l'a vu avec Alice tout à l'heure, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc si vous en avez fait une, ça n'empêche pas de faire l'autre et les 2 doivent être faites si vous êtes dans l'obligation de faire les 2. Et Jade, enfin, bah explique ce que c'est qu'une oui? AIPD. Il y a Capucine qui nous pose la question. Si tu peux Ah juste OK, j'avais pas accès au chat, du coup, j'avais pas en vu. 1 ou 2 mots, expliquer ce que c'est. Ouais, bien sûr. Donc l'AIPD, donc c'est l'analyse d'impact sur les données personnelles et c'est en fait si vous traitez certaines catégories de données, donc qui est des données, sensibles généralement. Je prends un exemple, c'est des données de personnes, qui sont âgées et qui sont également, malades, par exemple. Donc si vous avez, des catégories qui sont des données de santé, qui sont des données sensibles, à ce moment-là, vous devez réaliser une analyse d'impact, mais ça dépend du RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. Là, l'obligation des déployeurs, ça va concerner le règlement sur l'intelligence artificielle, donc c'est un autre point et là, c'est vraiment l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux. Donc ça, c'est vraiment, 2 choses différentes. J'espère que j'ai Oui, répondu à la oui. question, que Merci tu Jade peux pour la peut-être la précision. compléter. C'est juste, en effet, je complète Vas-y, par rapport vas-y. à ça. Donc, c'est en effet ces 2 réglementations différentes, RGPD et règlement sur l'IA. Ce soir, on n'aura pas le temps d'aller plus en amont sur les obligations relatives aux données personnelles en lien avec l'IA. Ça mériterait en fait une masterclass dédiée. Au départ, je pensais en parler ce soir, mais vu le contenu dense, je n'aurais pas la possibilité de le faire de manière correcte. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, je ferai une masterclass numéro 2 pour vraiment faire un focus des obligations RGPD, on va dire, les obligations prévues par la CNIL en matière de traitement de données personnelles lorsqu'il y a une IA, que ce soit en phase de développement ou en phase d'utilisation de l'IA. Mmh.
Ce que je vous propose, c'est parce que je vois l'heure qui avance, je Ouais. propose qu'on avance un petit peu et j'en profite un tout petit peu avant pour, répondre à Cathy Mouton qui se pose encore la question de savoir si elle est quel est son rôle. Cathy, qui fournit à un client un système métier basé sur Notion et qui utilise de l'IA. Est-ce que je deviens fournisseur en aval? Oui, tout à fait. Si vous proposez un outil, comme Notion qui intègre des fonctionnalités d'IA, et que bah, quelque part, vous le mettez quand vous le proposez à un client, vous le mettez en service, hein, d'accord, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, eh bien, dans ce cas-là, vous êtes considéré comme un fournisseur en aval. Eh bien, écoute, je te remercie, Jade, pour ces précisions, et puis je te propose qu'on avance en mode accéléré. Ouais. N'hésitez pas encore, hein, si vous avez des questions, on prendra quelques instants à la fin de la masterclass pour en parler. Euh, Ouais, est-ce que tu as parlé sur cette partie-là? Oui, tu peux en parler, très Oui, alors rapidement. Ouais, de vas-y. manière très, très rapide, comme pour les fournisseurs, c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui est généré par l'IA, il faut que les personnes soient informées. Donc soit si c'est généré, modifié par l'IA, on indique que en bas, à droite, peu importe, mais que, ça a été fait par IA et pareil si, des textes ont été modifiés et surtout s'ils visent à informer le public, il faut que cette mention d'IA apparaisse, généré par IA ou une autre formulation, mais il faut que cette transparence soit, vraiment marquée pour, qu'on réponde aux obligations. Je te laisse peut-être poursuivre, Élise? Ouais, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. Je précise juste par rapport à la dernier point de transformation, pardon, de transparence dont tu parlais, que ça concerne les textes d'intérêt public, hein, ça ne concerne pas tous les textes. Et voilà, il y a quand même des exceptions. Donc, tout ce qui n'est pas généré par l'IA ne seront pas concernés, ne sera pas forcément concerné par cette obligation de transparence. Mais en tout cas, ce qu'il faut rappeler, c'est que les contenus de synthèse, hein, qui sont générés par l'IA, il va falloir faire preuve de transparence sur le fait que ce sont des contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir C'est ça. comme obligation. Ensuite, on a prévu de parler des sanctions. Je vais en parler rapidement parce que je voudrais qu'on se concentre ensuite sur le plan d'action pour se mettre en conformité. Retenez au niveau des sanctions. Alors évidemment, le règlement sur l'IA prévoit un régime de sanctions, un régime important. En fait, il y a 3 niveaux de sanctions administratives et les niveaux vont dépendre bah, forcément du niveau de violation des règles. D'accord. Donc, pour les violations les plus graves, les pratiques interdites, par exemple, je mets en service un système d'IA de notation sociale ou de manipulation, c'est interdit. Donc là, évidemment, les sanctions sont très importantes, hein. Donc, c'est maximum une amende pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires de l'entreprise, et on prend le montant le plus élevé. Et puis sur le deuxième niveau de sanction, on va descendre un petit peu. Par exemple, si vous êtes sur une violation, vous mettez sur le marché ou en service un système d'IA au risque, voilà, là on va descendre un petit peu, mais ça reste quand même des montants élevés, 15 millions d'euros ou 3% du chiffre d'affaires. Troisième niveau, si je manque à mon obligation de transparence, par exemple, je ne fournis pas ma documentation technique complète, enfin voilà, si je manque à mes obligations d'information et d'élaboration de la documentation, les sanctions aussi sont prévues, moindres, mais vous voyez quand même que les sanctions sont quand même importantes. Et puis, dans le règlement, on a une certaine clémence pour les petites entreprises, enfin les TPE, les PME. Voilà, c'est la slide Pardon. suivante voilà, qui seront un petit peu mieux traités en termes de niveau de sanction que les grosses entreprises. Mais globalement, quand même, les sanctions restent très importantes. En fait, pour les PME, c'est l'inverse du système que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, on va retenir le montant le plus faible entre le montant maximum de l'amende et le chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc, par exemple, pour une start-up, on verra celui qui est le plus faible. L'idée, c'est que voilà, la violation soit sanctionnée, mais qu'elle n'impacte pas la pérennité, la solvabilité de l'entreprise, quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur les sanctions. Et surtout, ce qu'on peut rappeler par rapport à ces sanctions, c'est ce que je disais tout à l'heure. La priorité, c'est documenter sa conformité. C'est la même logique que le RGPD.
On doit prouver, si demain on fait l'objet d'un contrôle, on doit prouver qu'on s'est mis en conformité. Et comment on prouve? Eh bien, c'est en documentant ses formations, son contrat, ses CGU, sa documentation technique, les contrats qu'on a mis en place avec le fournisseur d'un modèle, et cetera, et cetera. Voilà ce que je peux dire là sur les sanctions. Et puis, on va passer à la dernière partie de la masterclass. Et puis, je prendrai 1 ou 2 minutes pour vos questions. Je voulais quand même qu'on prenne un temps pour parler d'un plan d'action, parce qu'une fois qu'on a compris quel était notre rôle, quelles étaient nos obligations, comment on fait pour se mettre en conformité, d'accord? C'est finalement comment je passe à l'action. Avec Jeanne, on a essayé de réfléchir à élaborer une checklist en fait d'actions, en tout cas, voilà, par quoi je commence finalement. On peut commencer par la checklist ou le plan d'action des fournisseurs aux fournisseurs en aval. Voilà, donc là, voilà, on a résumé. Alors, première chose à faire, maintenant que vous avez compris, première chose, enfin, question à se poser, parce que c'est de là dont part le raisonnement, d'accord? Première question, c'est identifier son rôle. Quel est mon rôle dans la chaîne de valeur de l'IA? Est-ce que je suis un fournisseur? Est-ce que je suis un fournisseur en aval d'un système d'IA? Est-ce que je suis un déployeur? Ça, c'est là une question clé, parce que de ce rôle-là dépendent ensuite les obligations applicables. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième question à se poser, c'est évaluer le niveau de risque de mon système. Vous vous souvenez la pyramide. Est-ce que le système d'IA que j'utilise ou que je mets sur le marché est un système d'IA interdit, inacceptable, à haut risque? Donc là, à haut risque, vous vous souvenez du cas concret expliqué par Jade. Je vérifie dans l'annexe 3 si je fais partie des systèmes d'IA à haut risque. Il y a peut-être dans certains cas des dérogations. Voilà, donc c'est aller regarder finalement où se situe votre système d'IA. Donc j'évalue mon système d'IA au risque. Est-ce qu'il est à risque inacceptable, à risque fort, enfin haut risque, risque limité? Enfin, voilà, il faut qu'on soit capable finalement de catégoriser son système d'IA pour ensuite en déduire ses obligations. Troisième action, c'est quand on est fournisseur en aval, hein, surtout, c'est obtenir du fournisseur en amont la documentation du système ou du modèle, hein, d'accord? Donc c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez mis un modèle comme GPT-4 dans votre système, eh bien, vous devez en fait demander au fournisseur du modèle, au fournisseur du système, vous devez récupérer des informations en lien avec ce système, d'accord? Donc, la description du modèle et du système, aller regarder les CGU, les conditions contractuelles d'utilisation. Elles sont la plupart du temps pas les mêmes selon l'usage final. Est-ce qu'on est sur un usage commercial? Est-ce qu'on est sur un usage, voilà. Donc, il faut s'assurer qu'on respecte bien les CGU du fournisseur en amont, qu'on regarde quelles sont les données qui ont été utilisées pour l'entraînement du système. Enfin voilà, il y a toute une checklist, on va dire, de choses à vérifier dans la chaîne de valeur avec les fournisseurs en amont, d'accord, du modèle et éventuellement du système, selon le cas. Donc voilà, il faut lire la documentation, signer ou s'assurer d'être en conformité avec les documents des fournisseurs. Quatrième point à avoir, c'est du coup quand on est fournisseur en aval, qu'on a checké la documentation de son fournisseur en amont ou du fournisseur du modèle, c'est ensuite adapter sa propre documentation, ses CGV, ses CGU, par rapport à ses clients, par rapport aux utilisateurs de son système. D'accord? Et ça, c'est un point important. Par exemple, je ne sais pas si vous avez, je reprends certains d'entre vous qui êtes fournisseurs en aval, si vous proposez un système à des déployeurs et à des utilisateurs finaux, eh ben, il va falloir prévoir par exemple des CGU. D'accord? Et dans les CGU, bah, il va falloir par exemple prévoir voilà, comment finalement votre système d'IA doit être utilisé et ne doit pas être utilisé. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est un système d'IA qui est destiné à recevoir en input des données personnelles? Si oui, bah, lesquelles? Ou au contraire, est-ce que l'utilisateur, le déployeur, ne doit pas mettre de données personnelles dans le système?
Euh, Est-ce que, par exemple, je sais pas, ça serait pas pertinent de mettre dans ces CGU ou dans ces CGV aussi une clause qui prévoit que le déployeur ou l'utilisateur doit contrôler les outputs, les données qui sont générées avant de les utiliser ou de les publier, etc. Qui assume la responsabilité éditoriale des contenus générés. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions importantes à se poser vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis des utilisateurs finaux de son système. Et ça, c'est un cadre qu'il faut falloir prévoir dans vos CGU, enfin en tout cas dans votre documentation contractuelle au sens large, déjà pour faire preuve de transparence à l'égard de vos clients et des utilisateurs, et puis aussi, prévoir des clauses qui vous protègent au maximum, hein, d'accord? Parce que vous avez compris, chacun a des obligations, le déployeur a aussi des obligations, donc l'idée, c'est de pouvoir, quelque part, grâce à vos documents contractuels, délimiter clairement les obligations qui vous incombent en tant que fournisseur en aval, mais aussi les obligations qui incombent aux déployeurs, donc à vos clients qui utilisent le système. Cinquième point important du plan d'action, c'est mettre en place une gouvernance en interne, comme la RGPD qui prévoit la mise en place d'un référent RGPD, un DPO. Bah là, il va falloir que les entreprises se dotent en interne d'un référent IA, quelqu'un qui pilote vraiment la conformité. Ça, c'est hyper important parce que si vous n'avez personne au sein de votre entreprise qui est vraiment le référent, vous aurez beau suivre des formations, mettre en place des choses, ça va rester le bazar en fait. Donc il va falloir créer, au-delà du référent, il va falloir créer des procédures pour prévoir une supervision quand même du système, documentée par peut-être à l'égard des utilisateurs du système, je ne sais pas, dans des règles internes. Mettre en place aussi une procédure de signalement. S'il y a un problème, s'il y a un risque qui est généré, comment on résolve, comment on remonte un incident ou un dysfonctionnement. Donc voilà, il y a des process internes qu'il va falloir documenter, élaborer au sein de votre entreprise. Former, on l'a vu tout à l'heure, et sensibiliser vos équipes, hein, d'accord? Ça fait écho à la slide sur l'obligation transversale de maîtrise de l'IA par toutes les personnes qui sont concernées, qui utilisent l'IA. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, veiller à la transparence à l'égard de ses clients, notamment, à l'égard des interlocuteurs de ces systèmes. On ne doit pas cacher qu'on utilise de l'IA. D'accord? Donc, ça veut dire que dans votre documentation et puis même dans votre discours commercial ou oral, il va falloir le dire en fait. Expliquer clairement que vous utilisez l'IA, comment, lequel. Voilà, il va falloir faire preuve de transparence à l'égard des personnes qui sont concernées. Voilà sur le plan d'action des fournisseurs en aval. Plan d'action des déployeurs. Alors, si vous êtes déployeur, je dirais que les 4 premières actions que j'ai évoquées pour les fournisseurs et fournisseurs en aval, c'est les mêmes. Identifier votre rôle, évaluer le niveau de risque du système, obtenir la documentation du fournisseur, mettre en place quand même une gouvernance interne de l'IA, surtout si vous l'utilisez beaucoup. Voilà, on va dire que ce sont des actions communes aux déployeurs et aux fournisseurs. Et puis, si vous êtes déployeur, il y a des obligations, enfin dire des actions spécifiques, pardon, qui vous sont propres. On a parlé tout à l'heure des systèmes à haut risque. Ben, si vous utilisez un système à haut risque, il va falloir que vous respectiez vos obligations d'information et de consultation. Si au sein de votre entreprise, vous avez des employeurs, ben, il va falloir, ça dépend de la taille de votre entreprise évidemment, mais si vous avez un CSE, ben, il va falloir consulter votre CSE avant de déployer le système à haut risque au sein de l'entreprise. D'accord? Il va falloir informer les représentants des travailleurs et les travailleurs concernés que ce système à haut risque est utilisé. Donc voilà, il y a des obligations de transparence. Et puis, comme l'a dit Jade tout à l'heure, selon le type de système, peut-être une analyse d'impact, RGPD, peut-être aussi une FRIA, d'accord, qui est l'équivalent de l'analyse d'impact, mais versus RIA. Rassurez-vous, elle ne concerne pas tous les fournisseurs en aval de systèmes d'IA au risque, certains, mais il faut quand même s'assurer qu'on n'est pas tenu à respecter cette obligation. Voilà pour les déployeurs, je crois on a été complet. Je crois que sur la slide d'après, voilà, on parle de la transparence sur les outputs, mais ça, on en a parlé. On en a parlé en fait. Si vous êtes déployeur,
donc utilisateurs d'IA, soyez transparents, d'accord, sur les sorties, d'accord, qui sont générées, les outputs qui sont générés par les systèmes d'IA génératifs. Voilà, je pense on est arrivé au bout, on a un petit peu de retard, mea culpa, mais je prends quelques minutes si vous avez des questions encore pour y répondre. J'envoie une, donc j'y réponds tout de suite. Cathy, oui, il y aura un replay que j'enverrai à tous les inscrits. Donc voilà, vous pouvez revoir à tête reposée la masterclass sans souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que ce qu'on vous a dit ce soir, c'est clair pour vous? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que ça a éclairé vos lanternes? N'hésitez pas, j'ai mis mon mail sur la dernière slide. Si vous avez besoin de faire un point sur votre utilisation de l'IA, sur votre rôle, sur vos documents contractuels, si vous voulez faire un point, échanger, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, déjà, on peut échanger déjà quelques minutes ensemble pour voir où vous en êtes et voir Ouais si vous avez besoin de vous faire accompagner. Alors, et oui, Capucine nous pose une question. Vas-y, Jade. j'avais juste une question avant qui était dans le chat, Ouais. par rapport au fait que si, on vend un système IA qui a été fait par un fournisseur, dans quelle catégorie on se situe? Si on vend un système d'IA, alors, est-ce que la question, c'est C'est qui qui que a ça, c'était, si on revend un système IA fait par un fournisseur IA, on est quoi responsable? C'est ça la si on question, en fait. revend, on est fournisseur en aval. Si on Heu, revend sous sa propre marque ou sous son propre nom, d'accord, on est mmh fournisseur en aval. D'accord? et Euh, ensuite, on avait la question de Capucine, donc oui. sur le fait qu'il peut y avoir des craintes sur les systèmes d'IA. Est-ce que cela fait partie des risques? Et c'était la synthèse d'articles scientifiques pour des rédacteurs scientifiques. Alors, la peur des craintes sur le fait que certains systèmes peuvent impacter des métiers. Oui, tout à fait. L'IA peut impacter et supprimer des métiers si c'est le sens de la remarque. Alors, sur les synthèses d'articles scientifiques par des rédacteurs scientifiques, Et là, est-ce que ça fait c'est une partie des question sur risques? l'AIPD. Non. Non, non. L'AIPD, elle est pas concernée sur de la rédaction d'articles. En revanche, si des articles scientifiques, donc destinés au public, d'accord, c'est des informations publiques, hein, destinées à informer, pardon, le public, sont entièrement générés par l'IA, obligation de transparence, d'accord, sur ces contenus de synthèse à compter du mois d'août prochain. D'accord? Donc ça veut dire que, ces contenus de synthèse, il faudra dire de manière très claire que ce sont des contenus, générés ou manipulés par l'IA. On a une Elsa, question ensuite, merci beaucoup, sur, bonne le soirée. cadre juridique de l'IA, s'il va encore fortement évoluer ou non. Donc je pense que le règlement IA Act, donc enfin pardon, le règlement IA ou l'IA Act, a déjà posé de belles bases, mais l'IA évolue très vite, donc il se peut qu'il y ait besoin d'autres réglementations, mais ça, on ne Oui. pourra pas, le voir dans notre boule de cristal. Oui, alors après, il faut quand même se dire que, une réglementation européenne comme celle qu'on vient de vous présenter, Mmh. elle se pond pas en 2 jours, elle, se rentre pas en application comme ça. Donc, là, on a un cadre qui est quand même très complet. Ça m'étonnerait que ce cadre change fondamentalement sur les prochaines années. En revanche, ce qui est prévu, c'est que des normes, des guides, des directives soient, publiées par la Commission européenne notamment pour expliciter comment telle obligation prévue par le RIA doit en pratique être respectée par les entreprises. Donc on attend encore, parce que c'est un règlement qui est récent, hein, on attend encore certaines précisions de la Commission européenne. Donc tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore parfait. En revanche, un revirement européen me semble peu probable, en tout cas sur les prochaines années. Il y a Voilà. des modifications à faire, ce sera sûrement des annexes qui seront ajoutées pour des cas particuliers, mais on va dire que le gros du règlement est déjà, en vigueur ou va entrer en vigueur. Et merci à tous ceux qui ont participé activement à cette masterclass. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une suite sur notamment Focus RGPD IA.
Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les recommandations, notamment de la CNIL, hein, parce que la CNIL a beaucoup publié de fiches sur l'utilisation et les traitements de données personnelles en matière d'IA. Si ça vous intéresse, on pourra tout à fait le faire avec Jade, parce que c'est des sujets sur lesquels on intervient quand même très régulièrement pour les entreprises. Donc, avec plaisir pour vous tenir au courant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à Jade d'avoir co-animé Merci avec à moi cette Lise, masterclass. Et avec puis, plaisir. et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À bientôt.